Vous savez que nous prenons une vision du peuple d'abord. Et le peuple d'abord passe d'abord par l'amélioration des conditions de travail des Congolais pour enfin atteindre l'amélioration des conditions sociales. Évidemment, ce texte vient corriger une injustice qui a tant duré pour une catégorie de travailleurs congolais qui n'étaient pas bien pris en charge par la loi, ignorés et abandonnés à leur triste sort. Je parle des engagés au jour le jour, appelés communément les journaliers. Aujourd'hui, vous pouvez retenir qu'avec la réception de cette loi, ils seront reconnus juridiquement, protégés socialement, et cette loi va encore donner une certaine autonomie administrative et financière à l'inspection générale du travail pour aider l'inspection à faire son travail dans le secteur du travail, étant la police du travail. C'est un peu ça, in globo, ce que vous pouvez retenir de cette initiative. Notre proposition de loi vient adapter les textes qui existaient. Vous savez que la société est évolutive et les textes que nous élaborons ne sont pas définitifs. Ils doivent suivre le train de la société. Nous avons juste adapté le texte existant au droit moderne. J'ai démontré même que le renouvellement aujourd'hui de l'état de siège était anticonstitutionnel. Pourquoi? Puisque dans les libellés des motifs, on parle des provinces du Nord et Sud Kivu. Mais aujourd'hui, 80% de la province du Nord Kivu n'est plus contrôlée par nous. Donc on ne peut plus proroger un espace qui n'est pas contrôlé par le gouvernement de la République. Ça c'est un. De deux, lorsque nous évaluons, puisque les législateurs que nous sommes, nous avons prévu l'évaluation tous les 15 jours. Mais lorsque nous faisons l'évaluation aujourd'hui, près de 4 ans, on a pratiquement reculé et qu'aucune localité, à part Walikale, dont je me félicite aussi avec l'appui du chef de l'État, que nous avons réussi à récupérer. Et même, ils sont allés même depuis Munagana, ils sont aujourd'hui à la frontière avec les Grands Katanga, puisque le lac Tanganyika où ils sont aujourd'hui est partagé avec les Grands Katanga. Et comme vous savez très bien, le Rwanda possède des sous-marins. Il suffirait seulement que le Rwanda amène ces sous-marins et qu'on les largue dans les lacs Tanganyika. Dans 1 heure, 2 heures, ils se retrouvent à Poeto, à Moba. Donc c'est une situation très grave qui devrait nous préoccuper et qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons que dans notre plan, que je ne vais pas dévoiler ici, nous pensons qu'avec l'appui que nous venons d'avoir tout à l'heure, il y a 2 heures du temps, le Conseil de sécurité vient de condamner les Rwandais et le gouvernement américain, qui a d'ailleurs été à la base de la convocation de cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, vient de s'engager à prendre des sanctions à l'égard non seulement du Rwanda, mais aussi de Kagame. Mais nous, on ne doit pas attendre que les États-Unis passent à l'action. Et dans cette résolution-là, on a même encore renforcé le mandat des Nations Unies, de la mission des Nations Unies au Congo, dont la MONUSCO va désormais retourner dans les espaces aujourd'hui occupés par l'AFC M23, notamment la partie d'Uvira et les autres comme Walungu, où la MONUSCO avait déjà quitté depuis longtemps. Mais nous, on s'est dit, nous ne devons pas nous continuer toujours à subir la guerre au Congo. Et notre plan, qui a été soutenu même par le gouvernement américain, consiste à ramener la guerre au Rwanda. Puisqu'une fois que nous ramenons la guerre au Rwanda, tous ces militaires rwandais qui errent partout ne vont plus rester chez nous, ils seront obligés de retourner chez eux pour défendre leur pays. Et comme vous le savez, le Rwanda c'est un petit pays. Il suffirait qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner les détails et tactiques de notre plan, il suffirait qu'aujourd'hui, nous arrivons à la frontière rwandaise, dans moins de 2 heures, 3 heures, nous sommes à la capitale Kigali. Et c'est ça, puisqu'il n'y a pas une armée aussi solide, aussi forte que la population. Et nous sommes déterminés, nous, en tant que population, en tant que Raïa, en tant que VDP, à nous changer de ça. Si le gouvernement estime qu'il ne peut pas le faire, va respecter les essais et les faits, nous, les VDP, nous sommes déterminés à prendre les choses en main et la Constitution nous donne ce pouvoir-là conformément aux dispositions de notre loi fondamentale. Je réitère encore mes propos, je mets mon mandat parlementaire en jeu
si dans les 3 semaines, ce n'est plus 3 semaines aujourd'hui, puisque c'est déjà 19 jours, si dans les 19 jours, nous ne récupérons pas Uvira. C'est le plan que je viens de vous détailler aujourd'hui, que je ne peux pas présenter les détails, mais la stratégie consiste à ramener la guerre au Rwanda. Et croyez-moi, si la guerre est ramenée au Rwanda, parce que depuis le début de ce conflit, les Rwandais n'ont jamais été inquiétés. Depuis 3 décennies, ce sera la première fois qu'on aura ramené la guerre au Rwanda. Et lorsque la guerre est au Rwanda, je vois mal que les Rwandais chercheraient à aller dans les mines de Katanga alors que ça brûle chez eux. Et nous sommes regardés d'avoir aujourd'hui le soutien de la première puissance militaire du monde, donc les États-Unis, qui viennent aujourd'hui déduire publiquement au Conseil de sécurité qui vont s'occuper de Kagame lui-même. C'est la première fois que cela s'est fait. Et tout ça, comme je l'ai dit, le problème, en fait, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est l'accord qui a été signé avec le gouvernement américain sur la coopération stratégique. C'est la première fois qu'un pays africain signe ce genre d'accord, comme les Saoudiens l'ont fait, les Émiratis, les Qatar, les Koweït, qui aujourd'hui ont retrouvé non seulement la prospérité, mais aussi la sécurité. Or, le préalable pour signer cet accord de coopération stratégique, il fallait d'abord signer un accord de paix. Et là, je félicite les chefs de l'État pour avoir été stratèges, diplomates, puisque aujourd'hui, à l'unanimité, non seulement les Rwandais étaient condamnés, mais Kagame lui-même. C'est la première fois que cela se passe. Donc nous avons très bien joué nos cartes en quittant Uvira sans combat pour montrer que nous ne sommes pas un État voyou, que nous sommes un État responsable, nous ne sommes pas un État belliqueux et nous continuons toujours à croire qu'il est possible de résoudre ces problèmes politiquement et diplomatiquement. Mais nous, population, nous sommes libres. Je suis élu du peuple, je ne suis pas membre du gouvernement, donc je peux me battre pour mon pays et la Constitution me donne ce pouvoir-là. La loi date de avant l'indépendance. Il faut encourager cette loi, parce que cette loi parle de tout. Mais la question reste en RDC, c'est de voter des lois, mais l'application pose problème. Et nous devons dire ici que l'État, le gouvernement a une grande responsabilité. Il faut prévoir les zones d'élevage, les zones pour la pêche, les zones pour l'agriculture. Donc, en général, la loi agricole doit déterminer cela. On a parlé des transmances. On a connu beaucoup de problèmes de bororo dans le Grand Oriental. Les gens qui viennent avec leurs vaches de partout. On a connu la même chose au Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. J'espère qu'avec cette loi qui détermine qu'il est possible, si vous venez avec vos bétails, vous pouvez payer au gouvernement, en payer à partir au niveau local, provincial, national, et l'État doit tracer des chemins et des passages pour ces bétails. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement, dans ces lois, va mettre des moyens, va créer des zones prévues uniquement pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'élevage. Protéger les agriculteurs, les petits et les grands. On a parlé aussi de la question du travail en RDC. J'ai dit à mes collègues qu'il est impossible d'amener l'amende qui était à 20 000 francs, vous l'amenez à 10 000, ça fait 23 millions. Cela va pousser davantage les gens vers les formels. Aujourd'hui, le travail en RDC, c'est seulement 20% qui ont des contrats, les travailleurs. Les autres, c'est dans la sous-traitance. Même les grandes industriels, les miniers, les télécommunications, brasseries, tout ça sont dans la sous-traitance. On ne peut pas continuer à sous-traiter le travail en RDC. Nous sommes quand même un grand pays de 100 millions d'habitants. Même s'il n'y a pas encore des industries, nous demandons au gouvernement d'assainir le climat des affaires. Et je dis à mes collègues, l'amende le fait 1000 fois plus. Ça pousse encore les gens dans la corruption, dans l'informel. Donc, nous félicitons et nous encourageons que cette loi soit votée et qu'il y ait ces amendements-là. J'ai parlé aussi avant de commencer qu'à Bukavu, comme vous le connaissez au Sud Kivu, les malheurs ne viennent pas seuls. Ce matin, depuis 11 h, il y a une forte pluie. Il y a des érosions. Ceux qui connaissent bien Bukavu, il y a ce qu'on dit, la rivière Kahoua, et le canal Kahoua a débordé. Les motos, les véhicules, tous emportés dans les lacs Kivu. Il faut que l'État regarde ça. Il faut que le gouvernement regarde ça.
Les gens pleurent, Ouvir est parti. On avait déjà l'espoir que la guerre va s'arrêter avec les accords de Washington, mais malheureusement, c'est le contraire. Il y a maintenant, nous recourons vers Dieu, celle qui a le dernier mot pour sauver la situation en RDC, pour que le Kivu retrouve la paix. Imaginez-vous la ville de Bukavu, qui a plus de 1 million d'habitants, 2 millions, et c'est une ville qui a été conçue pour 300 000 à l'indépendance. Maintenant, on est à 2 millions. Il y a une forte démographie. Il faut que l'État construise des logements sociaux. Il faut bien réurbaniser la ville. Moi, j'ai toujours parlé de ça. S'il n'y a pas incendie à Bukavu, c'est l'érosion, les éboulements. J'ai vu une de vos collègues journalistes de Bukavu, elle connaît bien la ville de Bukavu, Kaduto, Chimbunda, Kawa, tout ça, les gens sont en train de pleurer au moment où je vous parle. Donc la ville aujourd'hui est inondée au niveau des places du 24 que vous connaissez tous. Donc nous prions pour nos frères, message de compassion avec ce qui se passe. Mais j'espère que Dieu n'abandonnera pas ce peuple congolais de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Grand Oriental, pour que la paix revienne. Et que pour que les lois qu'on va voter ici soient bien appliquées. Même si on fait des lois qui a la guerre, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de développement sans paix. Nous commençons par la paix. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des accords, qu'il y ait une paix durable pour permettre aux Congolais de faire l'élevage, pour produire. C'est nous qui devons nourrir toute la région des Grands Lacs avec 2 445 km². Nous devons réserver des zones agricoles, des zones. On fait des zonings. Nous avons une loi à l'aménagement du territoire. Il faut que ça soit appliqué. Il faut que l'urbanisme, les affaires foncières se mettent ensemble pour bien coordonner cela. La majorité de la population congolaise vit dans l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, l'activité principale, c'est notamment l'agriculture, c'est l'élevage, c'est aussi la pêche. Alors, quand vous essayez un peu d'analyser l'arsenal juridique par rapport aux lois qui gèrent les secteurs de production, vous allez trouver que la plupart des textes juridiques datent de l'époque coloniale. Nous avons estimé qu'il est important de pouvoir rénover ces instruments juridiques afin de permettre à la majorité de la population congolaise de pouvoir réguler les secteurs qui les encadrent. C'est notamment l'élevage, c'est notamment la pêche et l'aquaculture. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, la motivation, c'est de permettre à ce que l'élevage, dans le cas précis ici, l'élevage soit bien organisé et que les petits comme les grands éleveurs aient la possibilité d'être suffisamment encadrés. Et l'encadrement ne signifie pas seulement l'encadrement technique, c'est aussi l'appui financier pour permettre à ce que ce secteur-là évolue et que ça contribue pleinement à l'économie du pays. Les principales articulations par rapport à cette loi, il y a des aspects d'abord qui sont liés à la pratique même de l'élevage, parce que quand on parle de l'élevage, il y a des aspects, il y a l'aspect pratique, mais aussi il y a l'aspect entretien. Mais au niveau de l'aspect entretien, c'est là qu'on a les aspects liés à l'alimentation, les aspects liés à la santé, les aspects liés à l'habitation, et tout ça sont des facteurs qui interviennent dans la production. Donc, nous avons commencé d'abord par parler d'abord des principes fondamentaux, et après ces principes-là, qui du reste semblent être généraux, nous sommes attelés sur des aspects spécifiques, et ces aspects spécifiques liés, par exemple, à la terre, comment l'accès à la terre pâturable, la protection de la terre pâturable, n'est-ce pas? Et après, l'accès au fourrage, n'est-ce pas? Ou alors aux herbes, comme on peut le dire. Il y a également l'aspect à l'eau, l'aspect... Bon, il y a vraiment d'autres aspects que nous avons développés dans le cadre purement environnemental, parce que vous voyez, quand on parle des animaux, c'est que on insiste beaucoup plus sur les herbes, surtout, la plupart sont des herbivores. Et après cela, nous avons parlé de la santé animale. Au niveau de la santé animale, on n'a pas seulement parlé de la santé comme santé, mais nous sommes allés même jusqu'au niveau de la prévention. Nous avons parlé de la prévention parce qu'il est dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Après, nous avons parlé des mouvements des animaux. Les animaux qui quittent une province à l'autre, un territoire à l'autre, mais aussi des mouvements transfrontaliers.
On a essayé de parler de ça jusqu'à aller même au niveau de la transhumance, comme les phénomènes qu'il y a dans les Bas-Ouélé, dans les Haut-Ouélé, les Mbororo. Comment on doit arriver à réguler cette situation. On a parlé également de l'apiculture, mais il faudra vous dire également des mesures incitatives pour permettre à ce que les éleveurs ne soient pas bités au problème des repeuplements au cas où il y a des calamités ou même au cas où il y a des maladies. Parce que dans l'ancien temps, on parlait de l'indemnisation, mais avec la situation qu'il y a, nous avons inséré les aspects liés aux assurances. Ça signifie que l'éleveur, une fois qu'il y a des calamités ou il y a des problèmes, qu'on ait soit cette possibilité d'être indemnisé pour le repeuplement du cheptel, ou soit arriver à faire, à être repeuplé par l'assurance qu'il paye auprès d'un assureur connu. En tout cas, pas seulement pour moi, mais aussi pour toi, parce que ta vie dépend également de cette loi. Ça, je peux le confirmer. Je m'imagine que tu viens de quelque part. J'imagine qu'après ici, tu vas manger. Je m'imagine que chez toi, si j'arrivais chez toi à la maison, je peux trouver même une poule ou deux. Donc, c'est une loi qui ne me concerne pas seule. Ça vous concerne, ça concerne toute la population congolaise.